C'est parti pour un nouveau Phase B, un Phase B en trio avec Sarah et Olivier. Salut. Salut. Voilà, en trio avec un générique années 80, comme je disais juste avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement qui colle totalement au thème de ce soir, que sont ces deux films War Games et Daryl. Hein, là, on est en plein dans les années 80 pur jus avec tout ce que ça peut apporter de bien comme de plus cringe pour certains. On en reparlera après. Mais en tout cas, ce que je me suis dit, c'est vachement cool d'avoir ce genre de film-là, alors qu'on est en plein dans l'IA. On est en plein dans le côté du hacking. On est et on se dit, 40 ans plus tard, le sujet est toujours bien là. Toujours d'actualité, quoi. C'est hallucinant. Toujours d'actualité. Mm. Voilà. Bon, on verra que même plus que jamais d'actualité. Ouais, plus que jamais. Enfin, on aurait regardé le film il y a 2 ans, on aurait dit oui. C'est utopique. Maintenant, on est en plein dedans là. C'est clair. C'est la première réflexion que je me suis fait, c'est pour un truc qui a 40 ans. Ah ouais, ok, bon. Tu parles d'Olivier Voilà, d'autant plus que. Pardon. Je croyais que tu parlais d'Olivier. Toujours d'actualité. Ouais, je peux parler de moi aussi. Pour un truc qui a 40 ans. Mais c'est ce que je me dis, et voilà, c'est. Pour un truc qui a 40 ans, c'est pas mal. Ça marche bien. Parle de ta tonne. Je n'ai absolument rien dit. J'ai dit moi. Ouais. J'ai pas dit quoi que ce soit. Ça marche toujours bien. Oh, ça va être marche long. toujours bien, titre. Là, Double titre. Double titre. Mais avant de commencer sur ces deux films-là, on va faire un petit tour de ce que l'on a fait culturellement, si on a fait des choses, ou écouté, lu, vu des choses. Sarah, est-ce que tu as vu des choses? J'ai vu plein de choses. Je vais pas en parler parce que je voudrais parler d'un truc que j'ai commencé à lire. Non, parce que on va faire ça comme podcast. Merci. Allez, salut. Non, mais parce que si je commence à parler de tout ce que j'ai vu au ciné en ce moment, récemment, on va pas s'en sortir. Non, par contre, j'avais une mini reco parce que à l'inauguration de la librairie de mon pote Fred, qui a donc ouvert une librairie dédiée à la BD, j'ai découvert une collection de bandes dessinées que j'ai trouvé vraiment super. J'ai acheté, sur le coup, j'en ai acheté 4 ou 5, je crois. C'est la petite BD Tech des Savoirs. C'est en fait une collection de petites bandes dessinées très humoristiques qui existent depuis 2016. Ils ont sorti 29 tomes et en fait c'est un petit peu comme les livres pour les nuls, quoi. C'est des thématiques, des sujets de société, des choses comme le conflit israélo-palestinien, le heavy metal, les requins, les droits de l'homme. Il y a plein de sujets différents en fait, où on t'explique de quoi ça s'agit. De quoi ça parle, quels sont les pour le libéralisme par exemple, pour l'anarchie, etc., les grands courants de pensée. Et c'est hyper bien foutu. Franchement, j'ai lu, le premier que j'ai lu, c'était sur l'univers, justement, et c'était co-créé, je crois, avec... comment il s'appelle, Hubert Reeves. Je crois que c'est ça. Donc qui est un grand vulgarisateur scientifique, et c'est donc une BD de lui et de Daniel Cazenave qui coécrit avec lui, et puis les dessins sont ensuite dessinés, et en gros comme je disais, il y a un petit peu moins d'une trentaine de tomes. Ça s'est arrêté en 2019. Ce que je trouve un petit peu dommage, parce que par exemple la première BD qui est sortie, c'était sur l'intelligence artificielle en 2016, donc je pense que il y a potentiellement pas mal de choses qui ont évolué, des changements, etc. Mais vraiment j'ai eu un petit coup de cœur pour cette collection. Donc si vous avez envie de vous cultiver un petit peu et d'apprendre de façon ludique et de façon simple pour les teubés comme moi, des choses qui peuvent paraître très compliquées,
Et surtout, ça permet aussi de savoir de quoi on parle. Moi, je trouve ça hyper important. On est aujourd'hui constamment sollicité pour partager nos opinions, pour débattre, etc. Et je trouve que c'est toujours bien de savoir de quoi on parle avant d'ouvrir sa bouche. Donc là, c'est un bon moyen, vraiment, d'apprendre en s'amusant. C'est dispo dans... Et c'est toujours les mêmes auteurs C'est pas toujours... ça, Non, c'est pas toujours les Ok. mêmes auteurs. En fait, à chaque fois, il y a un expert, j'imagine, sur la thématique. Et Ouais, puis un dessinateur qui est dédié. Par contre, c'est toujours la même éditrice, c'est une nana, je crois. Et c'est, voilà, pour le coup, c'est une collection, c'est chez Le Lombard. Et vraiment, je la conseille vachement. Je crois que c'est pas très cher en plus de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite. Le format, ouais, c'est 10 € le format relié. Donc, franchement, c'est hyper abordable et très très bien écrit, très bien illustré. Et il y a vraiment des est-ce que sujets. Ouais, est-ce que c'est dans le même genre que Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, de Mario Montaigne ou pas? Je crois pas avoir lu ça. Tu mourras moins bête. Ah bon? Non. Non, je crois que c'est pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même approche. D'accord. Je pense que ça a le même but, mais c'est pas. Ouais, Je pense que c'est beaucoup plus écrit ce dont parle Sarah que. Ah D'accord. oui, pardon, tu Tu mourras mourras moins moins bête. bête. Je les ai, c'est. J'en ai un en plus, je crois, sur le cinéma, un truc comme ça. Mais là, c'est beaucoup plus de la. Je crois que tu mourras moins bête, c'est aussi un peu du test de culture G et tout, non? Avec des fun facts, des anecdotes, des choses comme Ouais, ça. ouais, Alors que ouais. là, c'est vraiment documenté. C'est pour ça que c'est des D'accord. thématiques, tu vois, qui sont. Comment dire, qui sont Mhm. pas importante, mais un peu plus sérieuse que la moyenne. C'est pas. Alors oui, t'as le heavy metal, mais en face, tu vas avoir C'est la sérieux le naissance heavy de la metal. Bible. C'est sérieux, c'est un sujet très sérieux. Mais bon, en face, tu vas avoir la naissance de la Bible ou le féminisme, tu vois, les droits d'auteur. Enfin, donc c'est vraiment, ça passe du coq à l'âne et vraiment, j'ai adoré cette série, donc je la conseille très très vivement pour ceux qui veulent apprendre des choses. Bon, maintenant, après cet interlude de coupure que j'aurais coupé et vous ne l'entendrez pas, Olivier, j'avais envie d'entendre ta recommandation. Oui, bah moi j'ai surtout fait beaucoup de cinéma puisque c'était à Paris, il y avait beaucoup de reprises des films du Festival de Cannes dans Mhm. les différents cinémas, donc j'ai vu pas mal de films ces derniers temps. Alors, je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a quand même pas mal, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué dans tout ce que j'ai vu. Et en plus, ils sont pas au palmarès, donc c'est bien d'en parler. Le premier film, c'est un film qui m'a surpris, qui s'appelle Le Royaume. Alors je sais pas quand est-ce que ça sort au cinéma, mais c'est un film qui est réalisé par Julien Colonna et qui est en partie écrit enfin qu'il a écrit avec Jeanne Herry. Jeanne Herry, c'est elle qui a écrit et réalisé Pupille et Je ne verrai jamais vos visages, deux très beaux films qui ont marqué ces dernières années et qui racontent Le Royaume, ça raconte l'histoire d'une ado qui a 17 ans, qui est en vacances d'été en Corse. Et cette ado, c'est pas n'importe qui, c'est que c'est la fille d'un chef de clan. Et ce chef de clan, il est recherché à la fois par la police française et à la fois il y a un contrat qui est mis sur sa tête par un autre clan. Donc voilà, c'est la vie. C'est qu'est-ce que c'est que d'être une fille d'un chef de clan qui est toujours en fuite. Et j'ai été vraiment cueilli par le film parce que je trouve que c'est d'abord très très bien réalisé, c'est très 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 bien interprété, les dialogues sont très justes
Et ce qui m'étonne pas de Généry, parce que c'est vraiment, c'est vraiment sa patte. Et je trouve le film surtout très émouvant. Il y a quelque chose sur le lien père-fille qui est sur la transmission et sur le fait que sa fille a des envies d'arrêter ce cercle de violence. Tout en respectant son père, tout en sachant qu'elle allait devoir prendre la relève et voilà, donc je trouve qu'il y a une belle relation qui se crée entre les deux, et malgré le fait qu'il y ait une omerta sur tout ça et elle soit obligée d'aller chercher les informations de manière presque clandestine pour les avoir. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une belle atmosphère dans ce film. Il y a des très 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 beaux moments. Il y a un monologue du père à un moment donné qui m'a presque autant ému que le monologue du père dans Call Me by Your Name. Je trouve qu'il y a une vraie grâce qui se dessine au milieu de toute cette violence. Le film est très violent, mais il y a des scènes d'exécution qui sont incroyablement bien réalisées, mais très dures. Et voilà, c'est un contraste entre la grâce et la violence permanent. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et qui me reste bien en tête après une semaine et demie de visionnage. L'autre film, c'est Bird de Andrea Arnold. Ça m'étonne un peu qu'il n'ait pas été au palmarès parce que c'est un film que j'ai trouvé qui m'a réjoui en fait. Ça commence comme un énième film social anglais où on suit une ado dont les parents sont totalement irresponsables et immatures. Donc on la suit caméra à l'épaule, avec des gros plans, des trucs. Enfin franchement, au bout d'un quart d'heure, je me dis putain, c'est pas possible quoi. J'ai pas envie de voir ça, j'en ai marre, on l'a vu 30 000 fois. Et en fait, il se trouve qu'il a fait une rencontre dont je vous dirai pas la teneur parce que il faut que vous voyez ça. Et en fait, cette rencontre, elle va changer complètement le film. Elle va lui donner un côté magique, elle va lui donner un côté émouvant, elle va lui donner un côté étonnant. Et en fait, il y a encore une fois, c'est un peu comme Le Royaume. Je trouve que il y a une relation qui se crée entre elle et sa rencontre qui emporte tout et qui réserve des scènes qui sont très 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 émouvantes, très belles. Et le film devient lumineux en fait. C'est ça qui un peu comme Le Royaume en fait, je trouve et c'est une vraie tendance en ce moment dans les films et qui est une tendance que j'aime beaucoup, c'est d'essayer d'aller chercher la lumière là où il y a quelques années on aurait fait du pathos et du dramatique pour rien. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un film qui se trouvait pile au bon endroit où il devait être et qui arrivait à déjouer tout ce qui promettait dans ses premières minutes. Donc ouais, je suis sorti de là, j'avais un grand sourire, j'avais un peu les larmes aux yeux et c'est un film qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et donc voilà, donc c'est vraiment les deux films que je retire de ce que j'ai vu des films projetés à Cannes. Puis sinon, je me suis refait Mad Max Fury Road et j'ai enchaîné avec Furiosa derrière. Mad Max Fury Road, je l'avais pas revu depuis le cinéma. Et en fait, j'en avais presque pas de souvenirs. Enfin, j'avais des images qui me restaient en tête, mais j'avais pas trop l'histoire en tête. Et j'ai pris un plaisir fou à revoir le film. Je pense que même que j'ai pris plus de plaisir que quand je l'avais vu à l'époque. Et notamment, j'avais oublié l'histoire du Warboy qui sort de son aliénation pour découvrir la liberté. Et c'est vraiment quelque chose c'est une notion qui m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est une notion qui a pris beaucoup de poids ces dernières années, qui avait peut-être, j'ai l'impression que de ce point de vue-là,
Miller avait un petit peu anticipé les enjeux de ce qu'allait être notre monde maintenant. Et je trouve que on serait bien tous inspirés de prendre exemple sur ce jeune garçon qui sort de son aliénation pour voir le monde par lui-même. Donc j'avais pris beaucoup de plaisir à revoir Fury Road et j'ai pas du tout été déçu par Furiosa parce que c'est un film qui est complètement différent. C'est-à-dire que moi j'avais peur que ce soit un Fury Road bis et je voyais pas l'intérêt de faire ça. Et en fait c'est un film qui a sa propre identité. C'est un film qui parle de sujets complètement différents de Fury Road, qui parle plus de la transmission. Et je trouve que, enfin voilà, George Miller, il m'épate quoi. C'est un mec qui a, je sais pas quel âge là, 75 ans ou 80 ans, je sais pas. Et le gars, il arrive à faire du cinéma de Jono. C'est bourré d'idées, c'est bourré de plans magnifiques, c'est bourré d'envie. C'est un grand spectacle et qui en même temps nous parle de beaucoup de choses, je trouve. Et comme dans Fury Road, où je trouvais que l'émotion arrivait par l'histoire d'amitié entre Mad Max et Furiosa, et par ce Warboy dont je parlais précédemment, je trouve que au milieu de tout ce déchaînement de violence et de cette frénésie apocalyptique, je trouve que la force de George Miller, c'est d'arriver à tirer de l'émotion de ça et arriver à. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur la qualité de ces scénarios. Et c'est pas qu'un faiseur d'images, je trouve, c'est aussi un faiseur d'histoire. Et voilà, donc c'est un film qui nous raconte, qui est beaucoup plus sous une forme de conte que Fury Road, qui est beaucoup moins furieux pour le coup que ne pouvait l'être le précédent opus. Et ça, vraiment, j'ai été épaté par le fait qu'il ne tombe pas dans le piège de refaire un deuxième film identique. Et ouais, vraiment, j'ai été agréablement surpris par le film. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Donc ça fait pas mal de choses à voir de ton côté, effectivement. Eh ben, moi, de mon côté, c'est plutôt des choses à écouter. Voilà, pour ne pas changer de la dernière fois. Il y a des choses qui sont sorties plus ou moins il y a peu de temps. Dans l'ordre chronologique, il y a le Post-Human Next Gen de Bring Me The Horizon qui est sorti début mai, fin mai, pardon, c'est dans le sens inverse plutôt, fin mai, donc le 24 mai, et je sais pas si vous êtes très au fait ou très familier de Bring Me The Horizon. C'est un groupe un peu spécial parce que ça commence par il y a pas mal d'années maintenant, du métal, du emo, du hardcore, là on est plutôt sur quelque chose de post-hardcore pop-punk, voilà. C'est vraiment un mélange que eux seuls en fait arrivent à avoir. Ils embrassent ici totalement le côté digital de la musique, les transformations électroniques, les aberrations aussi du genre. Et ouais, je suis en train d'écouter un petit peu, c'est un peu trop néo-metal pour moi. Mais justement, le souci, c'est que ce que tu vas écouter, tu vas en entendre un, tu vas dire tiens, c'est néo-metal. Puis tu vas écouter un autre morceau, ah tiens, c'est du post-punk. Tu vas encore écouter un autre morceau, tu auras un truc avec un peu du rap hardcore, avec notamment sur ce dernier album des feats assez sympathiques. Il y a même des moments où sa voix est très proche de celle de Chino Moreno des Deftones. C'est compliqué, c'est compliqué à les mettre dans une case. C'est vraiment ne pas leur faire le rendre service. On a vraiment des choses totalement à part, avec des utilisations de sons enregistrés lors de live, d'autres choses un peu étranges.
Et moi, j'aime ce qu'il m'amène là-dedans, dans cette espèce d'histoire étrange où vont voilà, se côtoyer des morceaux, comment dire, très dark, d'autres qui sont faussement pop. Parce que quand on entend les thèmes derrière, c'est jamais forcément super super joyeux. C'est marrant, il y a un peu un côté Evanescence aussi, un certain morceau. Ouais, ben voilà, c'est vraiment, il y a pas mal de choses, il va y avoir des featuring avec certaines chanteuses qui vont donner cette expression-là, puis t'en as d'autres où c'est Lil Uzi Vert qui est dedans, il y a Daryl Palumbo de Glass Joe qui vient l'aider aussi, donc là, de niveau vraiment hardcore, on est dedans, et on va avoir des moments où ils vont réutiliser des sons de jeux vidéo dedans aussi. Il y a Aurora, une chanteuse qu'on a déjà vu pas mal ces derniers mois, dernières années, qui pose sa voix. C'est peut-être ce morceau-là auquel tu penses par rapport à Evanescence. Mais franchement, ça fait partie je crois que c'était 4 albums prévus dans ce genre-là, et c'est arrivé comme ça, pouf. Ils ont tout sorti le 24. Il y a la version physique qui va arriver par la suite. Mais ça fait partie du Posthuman Series qui a commencé juste au moment du Covid, et qui s'appelait Posthuman Survival Horror, qui était vraiment sur le thème de cette survie. Est-ce qu'on allait retenir, d'ailleurs il y a des thèmes encore là-dedans, est-ce qu'on va retenir des choses de tout ce qu'on a vécu là, et non, c'est plus profond que ça dans l'air, et franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et dernier truc que j'ai écouté, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et pourtant en fait c'était déjà sorti et il m'était passé complètement sous les oreilles, on va dire. C'était sorti le 15 mai 2020, et il l'a ressorti une version, comment dire, revisitée ce 15 mai 2024. C'est l'album Alta Vista de Childish Gambino, alias Donald Glover, hein, que vous avez vu notamment dans Mr. et Mrs. Smith dernièrement, hein, qui était normalement, c'était fini, hein, Childish Gambino, c'était terminé, il revenait sous son nom Donald Glover, mais ici il a ressorti une revisite de cet album Alta Vista, qui va justement aller chercher des sons très très soul, rap, des choses très justement dans le premier morceau, ça fait une composition très yacht rock, blue eye soul, alors qu'en fait justement non, c'est pas le cas. Et j'ai vraiment trouvé ça très 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 kiffant, très riche dans les compositions, très riche dans les thèmes. Donc voilà, 2 albums que moi je vous conseille dernièrement. C'est quand même un sacré génie, hein. Ouais. Ouais, ouais, non, franchement, et cet album-là, trop de génie me fatigue quand même. Oui, c'est un peu fatigant, c'est ça, les uns un peu aux autres. C'est clair, il a tout piqué à tout le monde. Voilà. Il n'y en a plus maintenant. Ouais, il n'y en a plus. Donc voilà, et puis sinon, je continue de jouer sur mon petit Steam Deck à des petits jeux dans tous les sens, notamment un jeu qui est pas récent du tout, parce que c'est un remaster de Command & Conquer, jeu auquel je jouais sur la première PlayStation. Donc, ça fait 30 ans. Je me souviens de ça. Et Command & Conquer, ici, ça fait maintenant depuis 2020, je crois que 2020-2019, ils avaient ressorti une version remaster où ils ont refait un peu les graphismes, etc. Et on peut passer de l'un à l'autre juste avec une touche. On peut voir les anciens graphismes et on se dit, effectivement, ils ont bien bossé. Et c'est toujours fun parce qu'on avait des espèces de petites vidéos qui nous racontaient l'histoire, filmées face caméra avec 3 francs 6 sous, et moi je m'éclate avec ce truc là, et ça convient très bien au côté de Nomade. Voilà, pour ma part c'était ça, quand je trouve un peu de temps. Mais c'est vrai que beaucoup de musique en ce moment, beaucoup de musique, ça fait du bien, ça calme. Et justement, en parlant de Command & Conquer, donc de stratégie, de jeu de guerre, voilà, hein, transition toute trouvée. Cette transition. Pas fait exprès du tout, hein, c'est voilà, au bout de 9 ans, on finit par les faire de façon naturelle. On a donc revu. Je pense que pour nous deux, Olivier, c'est du revu pour les 2 films. Pour Sarah, je sais pas s'il y en avait un des 2 que tu connaissais. Rien du tout.
Moi, Voilà, c'est pas ma donc, génération pour le coup. Hein. Voilà, oui, donc c'est sûr que là, on est sur du 85-87, si je ne me trompe pas, comme ça de tête. On a 83 même, Ouais. parce que Wargame c'est 83, 83, donc moi je l'ai vu bien plus tard, parce que je suis de Je 83. crois, je crois que les sorties US, c'est 83 et 86. C'est 83, effectivement, le 15 décembre 83, en Belgique, c'est sorti en décembre. Bon, voilà, en tout cas, moi je n'étais pas né, mais je l'ai vu bien plus tard en VHS. Ah ouais. Ah bah ça faisait partie des stars des vidéoclubs, hein, ces deux films-là. Ouais, voilà, exactement. Et Daryl, c'est un peu plus tard, on est en 85. Par lequel on commence? J'aurais tendance à dire par Daryl. Ouais, ça va aller plus vite, je pense. Je pense que ça va aller un peu plus vite. En tout cas, personnellement, je vous donnerai un petit avis là-dessus, mais Daryl, pour moi, c'était peut-être la 3e fois que je le voyais. Je l'ai pas vu tant que ça, étant plus jeune. J'en avais gardé un souvenir assez flou. Voilà. Peut-être ça aurait dû rester. Globalement, Daryl, qu'est-ce que c'est? C'est un film de science-fiction réalisé par Simon Windsor, avec entre autres, je reviens dans les acteurs, Barrett Oliver, Michael McKean, Mary Beth Hurt, Catherine Walker et Colin Camp, et on va parler d'un enfant qui a des capacités hors normes. On ne sait pas vraiment qui il est au départ. Il est un peu abandonné dans un petit village. Il est adopté par des parents qui le trouvent absolument génial et qui ont du mal justement à être une famille d'accueil. Et c'est leur petit jeton de pouvoir prouver qu'ils en sont capables. Mais derrière tout ça, il y a des personnes qui recherchent Daryl, parce que Daryl, bon, je pense que c'est dit directement dans la bande-annonce, ce n'est pas un spoil, c'est un androïde, on va dire comme ça, ce n'est pas un vrai petit enfant, c'est un androïde intelligence artificielle créé dans un laboratoire. Voilà, pour le résumé, je pense que je n'ai rien oublié. Non. Voilà, et donc Sarah. Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était pas si... Ça a pas si mal vieilli que ce que je pensais en voyant l'affiche du film. Je m'attendais vraiment à voir un truc vraiment, vraiment pourri, quoi. Pour moi, c'est un petit téléfilm des années 80, même 90, ça aurait pu passer. M6, qu'on regarde pendant les vacances l'après-midi. Et voilà, je pense que quand t'es enfant, c'est sympa, c'est mignon. Lui, il est chou en plus. Après, bon, il n'y a pas d'attache particulière. Il y a quand même des scènes qui sont très mal filmées, où les acteurs sont vraiment mauvais. La scène au tout début, quand il y a l'accident de voiture avec les deux vieux dans la bagnole, il y a la vieille qui fait une pause, genre... personne ne verra, mais je viens de mimer une image très déconcertante. Voilà, bon, il y a des trucs qui sont nuls, mais c'est pas aussi... Bon, mais c'est peut-être un peu long, en vrai, après, ça paraissait long aussi. On l'a vu en 2 fois, parce que je me suis endormie devant hier. Donc, on a fini, il restait... C'est jamais bon signe. Ouais, il restait... Non, mais j'étais très fatiguée. Il restait une demi-heure qu'on a fini en fin de journée, là. Et... c'est bon enfant, c'est mignon, c'est American Family, enfin... Mais justement, le problème, c'est que tu vois, tu parles d'un téléfilm, et c'est effectivement l'effet que ça fait, c'est vraiment le budget téléfilm, la façon de monter et de jouer, vraiment de filmer très téléfilm, alors que dans ma tête, dans mes souvenirs lointains, c'était pas un téléfilm, c'était un vrai film de cinéma, quoi, voilà. Et quand j'ai commencé à le revoir, je me suis dit, c'est ça. Mais je pense que il y a une scène avec un avion qui est assez mémorable pour les gens de notre génération. Et je pense qu'on est resté sur cette scène-là, en fait. Je pense, ouais. Et du coup... le F-22 Interceptor. Elle est pas si mémorable que ça, en fait, même cette scène-là. Donc, je pense que ça a malgré tout imprimé un truc dans nos rétines
qui devait être très impressionnant pour des gosses à l'époque. Et c'est aussi parce que ça parlait de technologie dont, auquel on n'avait pas accès quasiment en fait. Que ce soit Wargames ou Daryl, moi je sais que avec mon frère, quand on était gosse, on regardait ça et ça nous fascinait parce qu'on était fasciné par les ordinateurs, parce qu'on était fasciné par les consoles de jeux vidéo, parce que on avait notre Amstrad qu'on n'arrivait pas à faire marcher tellement c'était compliqué de faire marcher un putain de jeu sur ces machines. Et en fait, on voyait des gamins faire des trucs de ouf avec ces ordinateurs-là. Donc, je pense qu'il y avait effectivement un gamin moderne. Je suis pas sûr qu'il soit impressionné par ce que fait. Quand il conduit Daryl, la bagnole, quand même, la scène de course-poursuite, oui. moi c'est ça qui m'a marqué, que j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Je me suis dit, tiens, on dirait Arme Fatale. Mais en fait, avec un gamin. Ouais, voilà. En fait, ce qui est très différent aussi de la musique aussi a aidé un peu. De Wargames, c'est qu'on sent beaucoup moins le côté technologique, informatique, parce que en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, c'est l'histoire d'un garçon robot. On le sent vachement dans la seconde partie quand il arrive dans le labo et que voilà, il conduit l'avion et machin et bidule, mais même ses capacités au début c'est alors oui, en jouant aux jeux vidéo mais en faisant une partie de baseball, enfin c'est très comment dire, c'est beaucoup moins robotique, c'est beaucoup moins technologique que dans mon souvenir. Ouais, dans ton souvenir ça j'en sais rien, mais en tout cas je me souvenais d'un truc beaucoup plus technologique en fait. Et puis l'affiche pourrait te le faire penser clairement aussi. Hein. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que Daryl, son affiche a tendance, j'avais remarqué ça, à faire penser à un autre film qui s'appelle Starfighter, qui là est clairement, c'est des images de synthèse. Je crois que c'est, je sais pas si c'est Disney, non, je crois que c'est Universal, un truc comme ça. C'était avec un gars qui justement est fan de jeux vidéo et qui va piloter un vaisseau spatial et des images de synthèse pour un film de 84, Starfighter. Voilà. Il y avait aussi The Wizard, où il y avait un enfant un peu autiste qui était c'est là où on a découvert Super Mario 3 pour la première fois. Il y avait plein de jeux Nintendo. C'était vraiment ce côté comme tu dis, informatique, jeux vidéo, le côté où justement ça attire les enfants parce que tu te dis c'est génial, c'est des trucs qui paraissent proches, mais niveau technologie, moi c'est vrai que là on sent qu'il y a peut-être le budget qui a dû jouer quand même pas mal, mais malgré tout il y a des passages où il parle avec Daryl en tant que sous forme de son IA, la façon dont c'est dépeint, les échanges, désolé mais ChatGPT c'est pareil. Ça répond à la même chose. Sauf qu'ils ont ajouté une petite voix. Et que c'est sur des autres écrans. Mais globalement, c'est pas si loin que ça, quoi, quand même. Moi, je crois que le problème du film vient pas tellement du scénario. Je trouve que je trouve que globalement le scénario tient bien la route. C'est une revisite, on va dire, pas technologique, mais une revisite Android du mythe de Pinocchio, quoi, en fait. C'est le petit garçon c'est le petit garçon robot qui rêve de devenir un garçon normal. Et sauf que ça, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que la partie avec sa famille est vraiment est assez émouvante. Je trouve que le lien qui tisse avec le docteur est assez joli, même si le docteur joue pas très bien par moment. Mais tout ça va, en fait. Moi, je pense que il y a un gros problème de réalisation, en fait. Et il y a un gros problème, notamment, je pense, de montage et de rythme. Et je pense que le même film, le même scénario réalisé par Spielberg, je pense qu'on peut ne pas être loin d'avoir un petit chef-d'œuvre, en fait. C'est là où on s'aperçoit que, parce qu'il y a vraiment des moments où c'est lent, quoi. Ouais, c'est lent. Les courses, il y a certaines courses poursuites en voiture, alors pas celle qu'évoquait Sarah, parce que effectivement là il se passe un petit truc, mais
y a des moments où les voitures elles vont à 2 à l'heure, quoi. Tu te dis, mais les gars, employez des cascadeurs en fait, comme ça vous aurez pas de problème. Alors je sais pas si c'est dû à un budget ou un manque de vision, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de rythme dans le. Euh, et ce qui est dommage, parce qu'à côté de ça, il y a des petits détails que je trouve, que je trouve intéressants. À un moment donné, ils essayent d'arrêter il y a Daryl qui se noie et il y a la gamine qui essaie d'arrêter une voiture. Et en fait, il y a la manière dont les voitures s'arrêtent est assez étonnante. Enfin, il y a plein de petits détails par-ci par-là où je me dis tiens, c'est marrant, c'est pas mal. Et puis à côté de ça, il y a des scènes qui sont horriblement mal filmées et horriblement mal montées, quoi. Ouais. Et donc, encore, vous l'avez vu en VO. En VO. En VF, c'est une. Je suis grand défenseur de la VF. Ça, vous le savez. Mais là, non, je peux pas. Non, mais là je peux vraiment pas. La VF est une catastrophe. Les gens, les comédiens n'y croient absolument pas. Et ça vous gâcherait en fait ce qui peut y avoir de tendre et d'attachant dans le film, vraiment. Ouais. Vraiment. C'est marrant parce que c'est rare quand même à l'époque en général, on savait bien faire ce genre de doublage. Non, franchement là c'est assez honteux. Mais bon voilà, pour information, parce que j'ai oublié de le dire, mais Simon Windsor, voilà, qui s'est occupé de Daryl, c'est aussi le réalisateur qui est derrière entre autres Sauver Willy. Voilà pour l'information, et puis d'autres choses comme Crocodile Dundee. Bon. Okay. Qui est Crocodile Dundee, qui est un gros banger de ma jeunesse. Ouais, mais j'ai peur non plus. Mais... J'ai peur d'aller le revoir, franchement. J'ai vraiment peur d'aller le revoir. C'est vraiment, j'adorais. J'avais envie d'être Crocodile Dundee, quoi. Exactement. Mais voilà, ce film-là, c'est vrai, comme tu dis, il y a de la tendresse, il y a le côté affectif, tout ça. Si c'était, je sais pas, mieux réalisé, mieux monté, etc. On a quelque chose qui, même si ça restait un téléfilm, on a quelque chose de très familial et sympathique. Hein. Moi honnêtement, c'est un film que je pourrais montrer à un gosse, tu vois, de 8-9 ans. Je pense que j'aurais pas honte de lui montrer, quoi. Je trouve que c'est un joli film malgré tout. Et enfin, c'est presque dommage qu'il ait ces problèmes de réalisation, hein, parce que vraiment, je pense qu'il y avait un gros potentiel. Moi, j'ai jamais vu, je crois. Lequel Vous êtes pas sur Crocodile Dundee? Non, on n'est plus sur Crocodile Dundee. Pardon. Ah non, Crocodile Dundee, c'est un peu plus bourrin que... Ouais. Mais moi, j'adorais par contre Crocodile Dundee quand j'étais jeune. Ah mais pareil, mais il y a des choses, et c'est pour ça que je regardais dans les messages voilà, dans le groupe du podcast. Je me disais que voilà, un sujet qui serait cool, c'est vraiment les films de notre enfance, d'adolescence. On sait qu'ils sont pas bons, on sait qu'il y a un truc qui va pas, mais ça reste culte à nos yeux, quoi. Et après, il y a des films, parce que moi, je sais que Crocodile Dundee, par exemple, je le regardais à peu près la même période où j'ai découvert à la poursuite du diamant vert et sa suite, enfin tous ces films d'aventure là. Et ça, je pense que c'est des films qui tiennent encore la route, quoi. Je pense, mais franchement, ce serait assez drôle d'essayer. D'essayer, franchement, c'est. Pour avoir de bonnes surprises. Le problème de ça, c'est qu'il faut se souvenir des films, parce qu'honnêtement, Daryl, moi, on en a parlé parce que je crois qu'on parlait de War Games. Ouais. Et que Daryl est sorti de la mémoire, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre, mais et tout d'un coup ça a fait pop, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc qui était enfoui, qui est un film en fait que j'ai pas tant vu que ça, parce que c'était un film qui était très pris au vidéoclub, comme War Games, et du coup en fait c'était des films c'est presque des films qu'on a un peu fantasmé avant de les voir, parce qu'ils étaient tellement pris qu'en fait on voyait juste la jaquette et on se disait waouh, mais si c'est tout le temps pris, c'est que ça doit être génial. Et en fait c'est des films qu'on a fantasmé avant de les voir, qu'on a pu voir une ou deux fois, pas plus, parce que c'était très compliqué de les louer, et finalement c'est vrai que en fait moi je l'avais oublié, ce film, quoi, Daryl. Toi, ça fait vraiment partie
de toute une mouvance qu'il y a eu dans les années mi-80, enfin voilà, début mi-80, où il y avait bien sûr Tron aussi, hein, tous ces trucs de fantasmer l'intelligence artificielle, le jeu vidéo, les mondes virtuels. Il y avait tout un tas de trucs comme ça, et tout n'est pas forcément regardé, quoi. Et puis il y avait une représentation du frics aussi. Il y avait parce que du geek et du fric aussi. Il y a un côté frics quand même parce que enfin sauf que c'était pas vu de la même manière que quand on faisait dans les années 40-50 des films sur les frics. C'est que là en fait tout d'un coup ils devenaient cool ces jeunes. C'est-à-dire que c'était et d'ailleurs, c'était pas que des jeunes, parce qu'à peu près à la même époque, il y a Rain Man aussi qui sort. Je crois que c'est 87 ou 88, Rain Man. En fait, c'est toute une période où on prenait des gens différents, qui avaient on prenait pas finalement les beaux gosses, on prenait pas les mecs qui faisaient du football américain, on prenait les gens à côté. Et on les iconisait vraiment. C'est ça la différence avec ce qu'il y avait avant. C'est que tout d'un coup, il devenait assez iconique en fait. Ouais, après il devenait iconique et je suis retombé là, on fait une aparté comme d'habitude, mais je suis retombé sur une collection de DVD que j'avais au grenier qui s'appelle Revenge of the Nerds. Là, on n'allait pas chercher forcément quand tu dis voilà on opposait les beaux gosses, les machins, tout ça aux geeks. Là, c'est totalement les geeks avec par contre dedans des noms comme Anthony Edwards dans les rôles, et il y avait ce côté-là, et c'est la même époque, hein, c'est 84. On avait plusieurs visions en fait du geek. Soit c'était le geek le matheux avec les grosses lunettes, les bretelles, etc. machin, ou alors c'est le côté enfermé, un peu autiste en fait. Il y avait pas forcément peut-être un juste milieu toujours. Regarde Rain Man, c'est un autiste. Daryl en soi, c'en est pas un, mais on n'en est pas loin non plus. Ouais, mais toutes ses frères et sœurs d'adoption l'adorent. Quand il va en classe pour la première fois, il se fait draguer par c'est vrai que dans ce film-là, il y avait une contrebalance qui était un peu faite sur le côté. Il n'était pas rejeté. Juste au tout début, la première fois qu'il voit des enfants, les enfants disent il est bizarre lui. C'est juste ça. Oui, mais parce qu'il connaît pas la règle du basket, quoi. Voilà. Mais en dehors de ça, alors que de l'autre côté, War Games, dont on va parler, là on est sur le côté où il est geek, mais en même temps pas que. Hein, Matthew Broderick. Il est très cool. C'est le côté cool, un peu comme il y avait le film Pump Up the Volume avec Christian Slater. C'était le côté cool du Freaks aussi. Mais là, c'est un peu plus tard. Ça, je sais pas si tout le monde l'a vu celui-là non plus. Non. Ah, franchement, c'est à voir. Pump Up the Volume, Christian Slater, c'est, je crois, 90, 91. Il fait de la radio pirate, c'est plutôt cool. Mais moi je trouve que c'est quand même une période où on a mis en avant des héros différents, et surtout on montrait à voir aux enfants des gens différents, et de montrer que ces gens-là pouvaient avoir des capacités malgré tout, quoi. Et alors, pour revenir sur le point du côté traduction française, Daryl, donc c'est D.A.R.Y.L, ça veut dire Data Analyzing Robot Youth Lifeform. Donc il y avait un acronyme en français, ils se sont complètement plantés, ils inventent un mot, et je suis convaincu, faudrait que je le revoie, que globalement à 2 reprises ils disent pas la même chose. Donc c'est un peu honteux, mais bon voilà, ça reste regardable, hein, encore en français, mais c'était un peu chaud. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur Daryl, ou est-ce qu'on passe du côté de est-ce que t'as reconnu que le padré adoptif c'est le frère de Saul Goodman dans Better Call Saul?
moi j'ai surtout, oui, je l'ai reconnu lui, mais j'ai surtout reconnu que parce que c'était dans Spinal Tap. Hein, Ah oui, j'ai pas vu Spinal oui. Tap. Ah mais il faut voir Spinal Tap si tu veux le voir en chanteur d'un groupe de métal, de heavy metal, un peu teubé, Spinal Tap, il faut voir. Ouais, je crois qu'on en a déjà parlé. Voilà. Mais ouais, moi c'est vrai que je l'ai vu, lui je fais ah tiens, c'est vrai, c'était lui qui était dedans parce que globalement des autres comédiens et comédiennes, je Oui, bof, voilà. il y a Michael personne. McKean, ok, voilà, très bien. Mais là, les autres, absolument pas. Par contre, un peu plus de monde connu, surtout que la tête d'affiche, c'est Matthew Broderick. Hein, excusez du peu, surtout que là, c'était le boom de sa carrière, avec Ouais. ça, Ferris Bueller, entre autres. War Games, ou Jeux de guerre au Québec. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai. Jeu de Ça guerre. reste, c'est une traduction La guerre. exacte. La guerre. C'est un film qui est réalisé par John Badham, à qui on doit entre autres Madame est servie. La fièvre. Pardon. Ah, ça va, elle passe. Ouais, ça va, elle passe. Mais bon, d'autres films comme La fièvre du samedi soir. Oh. Voilà. Short Circuit, que j'aimais beaucoup aussi quand j'étais gosse. C'est vrai que ça s'appelait Johnny 5 en France. C'était avec un robot qui ressemblait un peu à Wall-E. C'était assez sympa. Voilà, et plein d'autres films quand même pas mal connus, hein, comme Un oiseau sur la branche dont on parlait quand on a parlé de L'Arme fatale avec Mel Gibson. Voilà, c'est lui qui est derrière ce genre de film-là. Et donc, de quoi ça parle, War Games? C'est ouais, au début des années 80, on est en plein dans la guerre froide, hein, voilà, entre les deux blocs, hein, bien connus, c'est toujours un peu la même chose maintenant. Et on a David Lightman, qui est un jeune lycéen américain qui aime beaucoup le piratage et souvent pour pouvoir s'aider dans ses études, hein. Et lors de ses pérégrinations sur tous les systèmes informatiques, il va malheureusement tomber dans le réseau de la défense américaine, hein, et il pense qu'en fait c'est une compagnie de jeux vidéo, mais c'est pas vraiment du jeu vidéo, hein, c'est pour de vrai. On joue pas la guerre, on fait la guerre, hein, c'est pas la même chose. Donc ça c'est le résumé, et justement c'est le film où là moi j'ai découvert que Defcon 1 c'est pas bien. Faut pas attendre Defcon 5, non, Defcon 5 Ouais, je c'est pensais bien, que c'était Defcon le 1 c'est contraire, pas bien. moi. Eh ben, c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait Defcon 1 je l'ai retenu quand je vois que c'est Defcon 1, je fais ah, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. C'est comme ça aussi que j'ai vu il y a un truc qui ressemble à, enfin je le savais pas à l'époque, par le téléphone il peut aller sur un autre ordinateur, mais alors que Internet n'existait pas, hein, c'est 83, on n'est même pas encore au début au balbutiement de ARPANET, donc le côté militaire d'Internet. Donc c'est comme disait Olivier tout à l'heure, c'est un niveau imaginaire pour un gosse, surtout quand je le découvre, je dois avoir même pas 10 ans. Je dis putain, on peut faire ça. Alors que le truc il date de 10 ans derrière. C'est ouf. Voilà, c'était assez fou. Sarah, tu vas encore être la première parce Bah que oui, toi, puisque moi j'ai pas connaissais vu. pas. J'ai pas vu et j'ai trouvé ça super pour le coup. On en parlait justement en débriefant après avec Olivier. Je trouve que c'est un film qui est un peu comme Daryl, elle est encore moins vieille. À part quelques gadgets, très honnêtement, de par de la thématique, il pourrait très bien se passer aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il était vraiment hyper avant-gardiste et il y a vraiment des thématiques ultra intéressantes sur le futur, enfin ce qu'on vit actuellement, hein, l'évolution de l'IA, les machines, le fait que... Et je me suis même demandé si Terminator était avant ou après Cible, parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de belles comment dire... des trucs assez communs. Mhm. Le cast est cool.
J'ai été étonnée qu'on n'ait pas un plan sur un président américain dans son bureau ovale qui panique ou voilà. Ça, c'est tellement symptomatique de ce genre de film que ça aurait été sympa d'avoir ce truc-là. J'aurais pu le cocher. Et puis, je trouve que les deux personnages jeunes sont hyper intéressants. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir quand on voit des geeks. Parce que lui, pour le coup, c'est un vrai geekos, mais il est populaire. Et ça, c'est très rare de voir ça, je pense, à l'époque et même après dans les années 90 où vraiment le geek est devenu, on va dire, le loser de service. Donc là, il est au bras de sa petite meuf qui aussi est super maligne. C'est une vraie. Elle a vraiment du chien et de la personnalité. Et, et non, franchement, pour le coup, j'ai passé un bon moment. Je pensais pas, je peux pas vous mentir. Et j'ai été très très agréablement surprise. Et je peux comprendre qu'à l'époque, ça a eu son petit effet sur quand on a 7, 8, 9 ans et qu'on regarde ça, je veux bien croire que tout le côté technologique est quand même hyper stimulant. Je n'ai jamais vu un film avec autant de boutons, par contre, de ma vie, à mon avis. Franchement, je pense qu'ils doivent avoir peut-être un petit record de ça, quoi. Et lui, pour le coup, je m'en fous un peu de cet acteur. Moi, j'ai pas du tout vécu cette vibe à Ferris Bueller. Je l'ai vu assez tard et tout, donc c'est pas du tout une coqueluche, parce que déjà, c'est pas ma génération, je pense. Et je le trouve très juste dans sa façon de jouer, dans son... Enfin, on a envie d'être copain avec lui, on se prend aussi un peu au jeu et on voit qu'il est sincère et tout. Et ça, c'est pas facile quand on joue un rôle comme ça. Donc voilà, franchement, je le recommanderais parce que c'est une jolie histoire et qui pourrait vraiment encore aujourd'hui, je disais, être d'actualité, quoi. Alors qu'il vient de C'est fêter ça. ses 41 ans. Hier, il a fêté Ouais. ses 41 ans. Bah oui, oui, bah oui. Il est pas très loin de mon âge. Il est un peu plus vieux que moi. Là, voilà. C'est fait. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui est, c'est ce que j'aime bien dans ce film-là, parce que celui-là, je l'ai vu beaucoup plus. Si effectivement il a le côté daté, il a ce côté daté qui, en même temps, a un côté un peu historique, parce que t'as le côté guerre froide, des années 80, que beaucoup d'autres films ont montré, mais ici, il y a ce côté un peu cool. C'était rassurant en tant que geek ou aspirant geek, de te dire que bah en fait tu peux être les deux, hein, tu peux être cool, t'es pas forcément le souffre-douleur que tu pourrais voir dans par exemple The Breakfast Club et d'autres films. Mais c'est vrai que l'histoire derrière, tu te dis ouais c'est un truc un peu mignon, un peu rigolo, et en fait les thèmes sont quand même je trouve relativement sérieux malgré la légèreté que peut avoir le personnage de Matthew Broderick et de sa copine, donc je recherche le nom qui est Ali, voilà, l'actrice Ali Sheedy. Oui. Et même du cast de tout ce qui est généraux Ouais. Ah ouais, bien et de sûr. l'état-major, parce qu'ils sont assez ridicules en fait, ils sont assez marrants. Et alors, Mais- petit fun fact, donc le professeur Stephen Falken, il a été inspiré, bon voilà, c'est pas une grosse nouvelle par Stephen Hawking, Mhm. mais normalement c'était John Lennon qui devait jouer le rôle. Ah ouais. Voilà. Je sais pas ce que ça aurait donné, très franchement. Bon, il aurait eu l'air junkie. Ouais, c'est ça. Comme quoi. Donc oui, voilà, c'est vrai que là, par contre, moi, je le mets dans ces films-là, les films d'informatique, beaucoup plus que Daryl, finalement. Même si on a des machines, ici, c'est la machine qui est au centre de tout ça. Hein, c'est pas tellement lui, c'est le côté, le danger de la machine, le danger d'être un peu trop curieux. Tout comme on pouvait aussi avoir cet effet-là, plus ou moins, dans le film Big avec Tom Hanks, par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Ouais. Le film commence clairement par lui qui joue sur un jeu d'aventure textuelle, sur une vieille machine,
Et c'est un peu le début et la fin du film, quoi. Olivier, toi de ton côté. Ouais, bah moi pareil, j'avais pas un souvenir, un souvenir. Le souvenir était assez flou en fait de ce film-là, peut-être même plus que Daryl. J'ai été très agréablement surpris, un peu pour les mêmes raisons que Sarah. Je trouvais que le propos était très actuel. J'ai été agréablement surpris par le traitement des personnages. Encore une fois, le fait d'avoir un geek qui est traité de manière cool et c'est assez sympa, et je trouve que certains scénaristes actuels devraient un petit peu s'en inspirer. Ouais, moi, gros coup de cœur sur le personnage de sa pote, dont je suis désolé, j'ai oublié le nom. Je suis nul en nom. Jennifer. Parce que Jennifer, c'est un petit peu l'archétype de la meuf qui, dans tous les autres films ou dans toutes les autres séries, serait très propre sur elle, serait très bonne élève, serait parce que c'est une fille et il faut qu'elle soit clean et un peu angélique. Et là, pas du tout, en fait. C'est une nana qui aime bien rigoler, qui se moque de son prof en cours, qui a du répondant, qui a du bagou, qui aime bien se laisser embarquer dans les filouteries de ses potes et tout. Donc enfin, je trouve que c'est un personnage assez rafraîchissant et qui est bien, qui a un vrai rôle déjà dans le film et qui est bien défini et qui donne vraiment envie d'être ami avec elle. Donc je trouve que pareil, encore une fois, je pense que ce serait pas mal d'avoir beaucoup plus ce genre de personnage chez les adolescentes qu'on voit dans les séries. Enfin, en tout cas, ce type d'adolescente. Et ouais, sinon, je trouve que le film est bien réalisé. Globalement, il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de, il y a pas de manque de rythme. Il y a aucun moment je me suis embêté. Et, euh, et je trouve que les lumières sont plutôt assez inspirées. Il y a un vrai savoir-faire dans ce que j'ai vu. Alors évidemment, il y a des choses qui sont datées, mais parce que ça date des années 80. Ouais, mais honnêtement, pas tant que ça, quoi. C'est suffisamment bien mis en scène pour que on voit de quand ça date, mais que ça soit pas rédhibitoire à la vision. Donc pour ça, je trouve il faut saluer le travail de notre brave John Badham. Et d'ailleurs, c'est un réalisateur dont on voit souvent le nom dans les séries. Il a fait beaucoup de séries aussi. Ouais. Et je pense que c'était typiquement le genre de très bons faiseurs que les années 80 et 90 ont pu sortir au niveau des réalisateurs américains, qui sont pas des gens, ce sont pas forcément des gens qui sont devenus des grandes stars mais qui ont fait des bons films, qui n'ont pas fait des grands films, mais qui ont fait des bons films, et qui, quand ils faisaient un film, c'était fait correctement. Donc ça, c'est quand même très agréable. Et oui, je crois que vraiment la force du film, c'est d'abord son sujet. Sujet qui aurait pu être traité de manière un peu sérieuse, un peu lourde, et qui en fait est traité de manière très légère. Moi, il y avait des moments où le général, je crois qu'il est général, le mec qui est dans... Il m'a bien fait marrer, et j'avais l'impression qu'il pouvait avoir sa place autour de la table dans Docteur Folamour. Avec ses insultes de ouf, là. Ouais, le mec, il arrête pas de sortir des insultes. Alors, d'ailleurs, les insultes, c'est assez drôle parce que avec Sarah, on s'est fait la réflexion que il y a beaucoup d'insultes à la fois dans Daryl et à la fois dans War Games.
Et en fait, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a plus forcément l'habitude d'entendre dans les films dits pour enfants. En tout cas qui s'adressent aux enfants entre 8 et 12 ans. Enfin, dans Daryl, le gamin, là, le petit roux qui traite sa sœur de pute, de prostituée amatrice. De hooker. Amateur hooker. Hooky, c'est son surnom, je crois. Ouais. C'est hardcore, quoi. Alors, en français, dans Daryl, c'est pas hooker, ni pute, c'est catin. Oui, c'est pas beaucoup mieux, Ouais, hein. Moi, j'ai un petit frère qui me traite de catin. Crois-moi qu'il s'en prend une dans la tronche. Hein. Elle est juste là, genre, oh, arrête de m'appeler comme ça. Mais t'es malade ou quoi, toi? Et t'as Daryl derrière qui demande ce que c'est qu'une hooker. Et c'est à lui qu'elle balance. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement, c'est quand il dit ça, je ne sais toujours pas ce qu'est une catin. Ok, c'est bien lui. Mais c'est marrant parce que c'est des termes qu'on n'entendrait plus jamais dans des films pour enfants, quoi. Familiaux, enfin, c'est sûr. Je sais plus dans quel film il y en a un qui dit Kiss My Ass à quelqu'un. Enfin, j'étais là, je dis waouh, ils sont quand même hardcore. Et donc il y a ce général là qui passe son temps à jurer et que je trouve assez marrant et qui est et qui symbolise toute l'absurdité du va-t-en-guerre qui était dans chacun des camps. Et c'est ouais, c'est je trouve qu'ils arrivent à avoir le bon mélange entre le côté stressant de se dire, parce qu'il y a quand même un peu de suspense, quoi. Il y a un moment donné où quand l'ordinateur essaie de déchiffrer les codes pour balancer un missile sur la Russie, je trouve qu'il y a un peu de tension qui est bien amenée, et à côté de ça il y a des choses très drôles aussi, et au milieu de ça il y a Matthew Broderick qui se balade avec une liberté presque totale et qui s'amuse et qui nous amuse. Donc c'est moi j'ai été vraiment agréablement surpris parce que je pense que c'est un film si vous regardez avec vos enfants vous prendrez autant de plaisir qu'eux, quoi. Donc moi j'aime bien ce genre de film un peu intergénérationnel, donc où les parents c'est pas une corvée pour eux de regarder, quoi. Non. Donc non, mais par contre, les parents, c'est pas une corvée, mais ils sont en train de se dire, alors, est-ce que dans ce film-là, il n'y a pas des moments où ça va être un peu gênant, je pense qu'ils s'en foutaient à l'époque. Oui, non, ils s'en foutaient. Mais maintenant, en tant que parent, je peux dire qu'on s'en fout un peu moins. Oui, comme par exemple, quand c'était... il y a certains films qu'on regarde, puis hop, d'un coup, c'est oula, c'est fleuri comme langage. Et là, alors que toi, tu les as regardés étant petit, et voilà. Puis ils entendent Pierre dans la cour de récré. Hein. Ouais, c'est pas la raison pour assister non plus. Ouais, moi, à la limite, je préfère quand c'est fait de manière ludique et amusante, quand c'est comme c'est fait là, que quand c'est d'une manière méchante à la. Oui, non, mais c'est sûr, c'est à l'école, tu vois, mais c'est. Voilà, c'est pas le plus grave. Le langage un peu fleuri, c'est pas le plus grave. Non, mais c'est vrai que c'est marrant à noter, quoi. Mais ça rajoute du charme au film aussi, parce que ça le temporalise. Ça dit ça ? Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis il y a des films comme ça, j'essaie de faire découvrir à ma plus grande qui a 9 ans, et il y a des choses que je vais chercher dans les années 80 où je dis ouais, ça devrait lui plaire, et puis après oh tiens, je ne savais pas de cette scène là, bon bah tant pis. Sinon tu fais comme nous, tu fais ça et puis passe à autre chose. Voilà, j'ai regardé avec elle 3 hommes et un bébé, donc le remake américain de 3 hommes et un couffin. Toute la première partie je fais ah oui, c'est vrai que dans cette version là ça parle de drogue. mais bon, ça passe parce que c'est quand même drôle et que c'est attendrissant, c'est mignon, tout ça. Donc il y a un équilibre, c'est pas juste on va te faire un truc trash et tu t'y attendais pas, quoi, non plus. C'est vrai que War Games pourrait très bien passer. Big, c'est la même chose. Big, si vous l'avez vu, je me rappelle plus. C'est donc lui en tant qu'enfant, enfin enfant qui devient adulte parce qu'il fait le rêve d'être adulte. Il se retrouve en plein Manhattan
Et puis t'as une pute qui l'accoste, t'as un mec drogué qui essaie de l'attaquer. Tu te dis, bon oui, c'est le New York des années 80, mais c'est ce genre de choses, tu te dis, ouf, ah ouais, c'est quand même violent. Puis t'en as quand même un qui dit que la secrétaire, faut pas rester trop près d'elle, sinon tu risques d'être coincé entre ses jambes, quoi. Donc tu dis, ouf, ouais. Comment expliquer ça si on pose la question? En fait, ce que j'arrive pas à expliquer, c'est est-ce que c'était des films. En fait, je sais pas si c'était réellement des films qui étaient à destination des enfants ou si c'est des films qui sont faits appropriés par les enfants, en fait, de cette génération-là. Parce que je repense aussi à Prince de New York, ou je sais plus. Ah bah oui, mais Prince de New York, oui. Un fauteuil pour deux, enfin voilà, c'est des films. Enfin, en vrai, c'est pas des films pour enfants, tout ça, quoi. Bah, War Games, Non, mais je pense que c'était pour les 14+. Ouais, c'est ça, c'est le côté un peu plus famille. Sauf que nous, notre génération, on nous foutait devant ce genre de film à l'âge de 7 ans, quoi. C'est ça, parce qu'en gros, j'ai dû le voir vers 8 ans. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est comme enfin, c'est pas comparable, mais ça, le clown, c'était pas du tout pour enfants. On m'a foutu devant, j'avais 8 ans. Voilà, tu vois. Ouais, mais là, ça va pas. Je t'ai déjà dit, ça va pas. Je te confirme. Mais bon, tu vois, c'est juste qu'il y avait des sensibilités différentes à l'époque. Tu vois, les Goonies, ou même Ghostbusters, le 2, surtout. Ah ouais, Ghostbusters, ça faisait flipper, en vrai. Ghostbusters, le côté, tous les trucs très, très sexualisés. Alors ça, déjà... Le 1... Enfin, attends. Le 1 et puis le 2. C'est 1, le 2. Quand elle parle de la porte des enfers, là, oui. Ça parle. Oui, non, mais le 1, c'est déjà sexualisé parce qu'elle lévite au-dessus du lit, etc., machin. Mais dans le 2, il y a la baignoire avec le truc un peu gluant, bizarre, qui vient l'attaquer. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. De toute façon, il y a Vigo. Enfin, Vigo, ça... Non, c'est Charles. Prince Charles. C'est la peinture de Charles, le roi Charles. Il m'a marqué à vie, quoi. Enfin, maintenant, dès que je vois un portrait avec quelqu'un qui a des cheveux un peu gris et longs, je flippe. Hein. C'est Vigo, c'est lui, il est de retour. C'est Vigo. Il va enlever les bébés. Ses yeux me suivent. Il va enlever les bébés. Mais c'est vrai que c'est pour être un sujet, effectivement, pour un autre podcast, mais le rapport à la représentation qu'il pouvait y avoir dans les années 80, et maintenant le côté classification, hein, parce que par exemple War Games, ça reste un PG, donc PG c'est pour tous, hein. Donc, oui, mais à l'époque les classifications c'est pas du tout comparable. Il y en avait surtout aux États-Unis. En France, il n'y en avait pas. Il y avait peut-être moins de 12. Même aux US. Mais pour moins de 12, il fallait quand même qu'il y ait 14 têtes coupées. Mais non, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et que ce soit sur Daryl, sur War Games et sur plein de films de cette époque-là, c'est que c'est quand même des films qui s'apparentent aux contes. Et ça a été un peu nos contes modernes, en fait. C'est vrai que les contes, c'était pas un peu comme les Gremlins, hein. On n'en a pas parlé, mais Gremlins, les Goonies... Gremlins, pareil, quoi. C'est des choses qui font appel aux imaginaires, aux peurs, aux vices, à tout ce que l'enfant... tout ce qui est transgressif pour l'enfant, et dont l'enfant a besoin pour se développer. Donc même moi, je crois que Princess Bride qu'on avait vu il y a quelques temps, pareil. Si on reste sur Matthew Broderick, par après, il y avait Lady Hawk avec Michelle Pfeiffer de Richard Donner, qui était aussi un truc un peu pour tout public, mais qui avait côté conte un peu... C'était western, ça devait être un peu violent. Pardon ? C'était western, non ? Ou je confonds ? Non, je vois ce que tu veux dire avec le western. Non, Lady Hawk, c'est pas western, c'est plus proche de Princess Bride. Ok. Dans le genre, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus proche de ça. La femme de la nuit, et c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qui est très très cool. Aussi avec Rutger Hauer. Oui, c'est vrai que
c'est une façon de voir différemment. Il y avait peut-être moins de regards, ou alors, je sais pas, ouais, le côté compte. Il y avait aussi le fait que, enfin, moi je sais que à cette époque-là, pendant longtemps en fait, quand j'étais jeune, j'ai eu un vrai tropisme pour les récits qui mettaient en scène des enfants qui faisaient des choses d'adultes. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Mais je pense que c'est un truc universel qui attire tous les enfants, ça. Ouais, moi j'avais. Vouloir grandir, oui. Je lisais la série Alfred Hitchcock dans la bibliothèque verte où c'était des gamins qui avaient qui avaient créé un truc de détective privé et qui menaient des enquêtes. J'étais fan des 6 compagnons, du club des 5, ça c'était en littérature. Après en film, il y avait Daryl, il y avait War Games, il y avait plein de films comme ça où plein d'enfants se retrouvaient dans des situations où normalement on voit des adultes. Et c'est vrai que ça me faisait un peu rêver, quoi. Ouais, il y avait ça, voilà, qui faisait des trucs d'adultes ou qui justement arrivait à balancer les adultes ou même les contrer, pas les combattre, mais un peu les mener à mal. J'ai revu aussi il y a pas longtemps Rends la monnaie papa avec Macaulay Culkin et Ted Danson. Ça c'est le genre de truc qui éclate parce que en fait il y a le côté identification et en même temps l'impossible. Tu te dis je pourrais jamais faire ça en fait. C'est ça. Et c'est ça comme E.T. Bah oui, c'est ça, E.T. Ou dans une autre mesure, mais en moins bien, Mac et moi. Mac et moi, ouais. Alors typiquement, en gros, E.T. il était tout le temps pris au vidéoclub, donc on prenait Mac et moi. C'est clair que je pense que j'ai vu plus souvent Mac et moi que E.T. C'est vraiment le wish du... Ah mon dieu, il était moche en plus. J'ai jamais vu ce film, moi. Ah, et d'ailleurs, Mac et moi, pour information, c'est un running gag de Paul Rudd. Oh, c'est horrible! Avec Conan O'Brien. À chaque fois, il fait oui, j'avais une scène dans le machin, etc. Et à chaque fois, il arrive à faire passer la scène de quand il est dans sa chaise roulante en train de chuter dans une falaise. Et vous tapez ça. Mac and Me, Paul Rudd, Conan O'Brien sur YouTube, vous avez une collection et c'est drôle, c'est à pleurer de rire. Mais le film, c'était quand, je pense que c'était un film commandé de façon cachée par McDonald's en plus, si je me trompe pas. Donc c'était un téléfilm par McDonald's vaguement derrière. Enfin c'est parce que le Mac et moi, le Mac, c'est McDonald's quoi. Ouais, il mange des McDonald's. Non, ni mac and cheese. Ça, c'est un flic avec Joey dans Friends. Et en parlant de bouffe, merci David, j'ai faim maintenant parce que David sur le chat qui dit Vigo, rien à voir avec les chips. Non, c'est quand elles sont molles. Quand ça devient du slime. Titre. Oh. Quand ça devient du slime. Enfin voilà, donc globalement c'est vrai que dans les deux films qu'on a revu ici, donc Daryl, enfin vu ou découvert, Daryl et War Games, clairement War Games, c'est à voir. Dans ma tête c'était couru, mais ça survole et ça fonctionne toujours très très bien maintenant et ça c'est à voir, et puis surtout c'est super d'actualité malgré tout, et éviter par contre la suite qu'il y a eu, je pense quasiment 20 ans plus tard. Ouais. Mais c'est pas bon, ça vaut rien. C'est parti en direct ou vidéo, donc c'est jamais très très bon signe. Voilà, jamais très bon signe. Voilà, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, Sarah, Olivier, sur tout ceci. Non, c'est si vous avez envie de passer du bon temps avec vos enfants, vous pouvez regarder les... Elle était bizarre au début de ta phrase. J'ai cru que j'allais dire appeler les femmes chaudes de votre région. Les catins. Voici mon numéro. Non, pas en famille. Des calicatins. Oh, en famille, il vaut mieux regarder War Games et Daryl. Ouais. Oui.
Et non pas le Colaro Show ou ce genre de C'est choses. vrai qu'on regardait ça aussi. Voilà, on regardait ça. On devait pas regarder ça, mais on regardait ça. Finalement, Ouais. à côté du Colaro Show, les hookers, Ça va, ça passe. finalement, ça passe. Hooker, une série policière avec William Shatner en plus. Ouais. Le gars, c'est un flic qui C'est très s'appelle bien. Hooker. William Shatner. Shatner. C'est sur ces bonnes paroles-là qu'on va terminer cet épisode. Mais clairement, je pense que on va faire une sélection et on va refaire ce genre de film-là parce qu'il y a un côté... clairement, c'est le côté nostalgique pour moi qui marche. Moi, j'ai jamais vu mais- les Goonies. Ah ben voilà, bon, Pour on info. peut faire les Goonies. On peut faire les Goonies, clairement. J'ai Si jamais Clairement. vous vu. avez pas, Donc, si vous avez pas peur que je défonce le film, sinon je viendrai pas. Mais bah, pourquoi c'est pas bien, ça Je fera serais du curieux. piment dans les épinards. Pas du tout. Oh bah écoute, tu Non. peux, hein, un petit peu d'harissa dans les épinards, pourquoi pas. C'est clair. Ah ouais, c'est vrai que les Goonies, le problème c'est que je l'ai pas vu jeune, donc c'est compliqué. Mais oui, mais c'est ça, c'est le côté, le Mais côté c'est- nostalgique. Enfin, ce qui était intéressant avec Daryl et War Games, blague à part, c'est que c'est des films dont j'avais pas beaucoup de souvenirs. Donc c'était intéressant de les voir avec sans nostalgie, sans de les redécouvrir complètement en fait. Bah regarde, Et, moi j'ai regardé War Games, j'avais jamais vu et c'est bien. Hein. Enfin. Ouais. donc, Non mais voilà, c'est. Il y a des films, même si et- c'est pas parce qu'on les a, c'est pas parce qu'ils sont mis au statut de culte par toute une génération, et je parle notamment des Goonies, que ça veut dire que objectivement c'est bien. Non, et Du ça, coup, et ça veut pas dire non plus que ça ne peut pas devenir culte pour une génération qui ne l'a pas connu étant enfant. Aussi. Voilà, c'est ça, le culte, c'est quelque chose de totalement subjectif, Subjectif. donc forcément, c'est clair. Et puis il y a des choses qui, on sait tous, hein, on a tous ce film culte qu'on a voulu montrer à une personne qui nous était chère, qui l'avait jamais vu, et qui a fini par dire, c'est un peu nul ton truc là, hein. Voilà, on a tous ce film-là, ou ces films-là, Wayne's World, au travers de la gorge, Moi j'adore Wayne's World. Qui n'a pas aimé Wayne's World? ma femme. Ah. J'ai même pas pu aller jusqu'au 2. Alors que le 2 est beaucoup plus grand public. Il est plus accessible que le 1. Mais bon, Ah ouais, c'est chaud. c'est pas je- grave. Je la comprends aussi parce que moi je l'ai vu trop tard, Wayne's World, c'est pas. Moi aussi je l'ai vu tard, Ouais, hein, je me mais- suis bien éclaté quand même. Hein. Mais par exemple, j'ai vu dernièrement, et voilà, on part sur autre chose, mais Empire Records, que j'ai vu, est disponible sur Disney+. C'est un film qu'il faut absolument voir, et ça, je l'ai découvert étant adolescent. Rien que pour sa BO. Ouais, Empire Records, voilà. Mais je vais faire une liste de films, il y a plein de trucs que j'ai envie de proposer, là, franchement. Il y a trop Ouais, de alors trucs. pas trop non plus. Hein. Il y a trop de trucs. Vous avez regardé du film. Redescends. Vous avez regardé du film. Ouais, mais attends, hein, on regarde déjà plein d'autres trucs à côté. Non, par contre, j'en parlais la dernière fois, mais je voudrais montrer Step Brothers à Olivier. Donc il y a peut-être un sujet Step Brothers / comédie. Ricky Bobby. Bah, on l'a déjà fait, Ricky Bobby. Ah non, on n'a pas fait Ricky Bobby, c'est vrai. C'est vrai. Mais Ricky Bobby. Tu il veux est faire moins- il est un moins Will bon, Ferrell quand même. Universe? Il est globalement moins bon, je trouve. On peut faire un épisode sur Will Ferrell. Hein. Il y a des choses. Il y a, Après, y en il a- faut qu'on puisse. On peut faire une peut-être sélection, peut-être comme en on a parler fait, une fois qu'on aura Oui, coupé, coupé. effectivement. Mais on fait du teasing comme ça, voilà. On va parler plein de choses. Bref, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Monsieur Série and Friends. Et globalement, ben là, on est entré dans la dernière ligne droite de cette saison. Il reste 3 épisodes à enregistrer. Oui. Et puis c'est terminé. Et après, c'est des Petit nouvelles tour du dos. aventures. Voilà, de jeune Indiana Jones. Ciao. Ciao.